Tiens. Dans le rôle de la princesse Leia, Sophia Bush. On veut savoir s'il est possible de faire ce saut en utilisant un grappin. Notre mythe concerne deux rondins géants qui s'écrasent sur un véhicule blindé. Utilise la force. Parfait. On met Luke dans le Tauntaun. Mais Il puait déjà de l'extérieur. c'est le Mythbuster spécial Star Wars. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je suis ton père. et Jamie Heineman. Je me sens bien dedans. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Aidez-moi, Obi-Wan Kenobi. Tori Belleci Jamais. et Grant Imahara. Ensemble, nous régnerons sur la galaxie. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Je ne comprends pas ta passion pour ces trucs. Quel truc? Les costumes. J'apprécie tes efforts pour comprendre, mais as-tu déjà regardé Star Wars? Sans doute. On commence? Oui. Dans l'épisode 4, Luke Skywalker et la princesse Leia tentent de s'enfuir de l'étoile de la mort. Ils sont poursuivis par les soldats de l'Empire, se réfugient derrière une porte, mais ils ne peuvent plus avancer à cause du précipice devant eux. Quick, we've got to get across. Luke sort un grappin de sa ceinture, le lance sur une pièce de la station, serre Leia avec un bras et se balance de l'autre côté. Donc, tu veux savoir s'il est possible de se balancer avec un grappin tout en tenant dans ton bras ta sœur pour qui t'as le béguin. Oui, on peut voir les choses comme ça. Spoiler! Alors, avec un bataillon de soldats de l'Empire galactique à ses trousses, Luke peut-il vraiment réaliser ce saut improbable? Il recrute des nains maintenant dans les commandos? C'est marrant que tu dises ça, parce qu'en réalité, je suis un peu grand pour être un soldat de l'Empire. Peu importe. Allons canarder. En examinant la scène du saut, Jamie et moi avons dégagé 3 éléments distincts qu'il convient de mettre à l'épreuve. Premièrement, le comportement du grappin. Ensuite, la ceinture. Serait-elle assez résistante pour le soutenir pendant son saut? Enfin, il faut rajouter Leia. Luke ne se balance pas seul, il transporte un passager avec lui. Il nous faut un grappin, donc je vais devoir en fabriquer un. Et il doit être identique à celui utilisé dans le film. Et voilà. Cool. En possession d'un grappin conforme, Il est superbe, vieux. Il ressemble exactement à celui du film. il est temps de réaliser le premier test. Est-il possible d'agripper une cible aussi facilement que le fait Luke? On le lance où? On a une cible parfaite pour toi. Juste là. Ça fait haut. La cible est à environ 10 mètres. Je peux vous dire que ça ne va pas être de la tarte de lancer le grappin là du premier coup. Est-ce que je peux utiliser la force ou tu veux que je fasse ça manuellement? Ce qui t'arrange. D'accord. Je ne sais pas où il va atterrir. Attrape! Merci. De toute évidence, ce n'est pas aussi facile que le jeune Skywalker nous le fait croire. La hauteur était bonne. De la même distance et du même angle que dans le film, Il est coincé là-haut maintenant. Jamie est loin d'obtenir le même résultat. J'ai presque tout touché, sauf la cible. Il aurait bien besoin d'une formation auprès de Yoda. Presque. Luke est l'archétype du héros de film d'action. Il n'a besoin que d'un coup pour faire passer le grappin par-dessus la cible désirée. Non,
Dans la réalité, si Jamie était Luke, Leia et lui seraient déjà emprisonnés dans le broyeur à ordures de l'Étoile Noire. Fin de l'histoire. Mais le film ne peut pas se terminer comme ça. Il va y arriver. Pense à la princesse. Ouais! Jamie a enfin réussi son lancer. Mais le grappin tiendra-t-il comme dans le film? Il est accroché. Top là! Il a réussi! Regardez ça! Regardez! T'as encore plus de mérite, car ça se voit que tu n'as pas utilisé la force. C'est plausible, mais improbable. Jamie a pris tout son temps, et il avait droit à autant de lancers qu'il voulait. Et personne ne lui tirait dessus. Ouais! Il a réussi! Pour la prochaine étape, on va s'intéresser de plus près à la ceinture de Luke, à laquelle est relié le filin du grappin. Je sais que cela marcherait avec un harnais, mais pour une ceinture, cela fait un sacré poids à soutenir. On va devoir tester ça. T'es prêt, Wookie? Une ceinture peut-elle vraiment supporter votre poids et celui de votre jumelle sans causer de graves blessures? Un peu plus par ici. Pour le découvrir, Adam et la carpette ambulante travaillent à la reproduction exacte du décor de la scène. Mais lorsque notre doublure de Luke Skywalker jette un œil sur ce gouffre de 10 mètres de long, l'inquiétude le gagne. Tu veux que je me balance d'ici à là-bas juste avec ce machin? Sans façon. Voilà qui me paraît plus raisonnable. Jamie craint que concentrer tout le poids au niveau de la taille ne provoque de sérieuses blessures. On ajoute donc des matelas et il sautera de moins loin et d'une plus petite hauteur pour pouvoir être redescendu immédiatement en cas de danger. Normalement, pour ce genre de cascade, vous portez un harnais que vous passez entre les jambes. Tu montes? D'accord. Là, devoir me balancer au bout d'une corde accrochée à ce truc, j'ai peur de me briser des côtes. On monte. Mais on doit tester pour pouvoir juger. Jamie Ah! est visiblement gêné par cette ceinture qui lui rentre dans les côtes. Livraison de princesse. Et avec le poids supplémentaire de la sœur jumelle, va-t-il y arriver? Oui, retourne là. Bon sang. Les soldats de l'Empire sont en train de tirer sur vous. Pan, pan! T'es prête, ma belle? Comment ça va, vieux? C'est bon, mais ça fait un mal de chien. Sur cette petite distance, Jamie a souffert le martyre. Sur une distance de 10 mètres, la douleur aurait été insoutenable. Mais le saut est réalisable. Au sujet de la ceinture, je dois admettre que c'est un moyen plausible de survivre à un saut de 10 mètres de long au-dessus du vide. Mais de là à dire que c'est un moyen sûr, surtout quand on doit transporter un bien aussi précieux qu'une princesse. Avec 2 verdicts plausibles rendus, ce mythe ne tient plus qu'à un fil. Il faut trouver une autre solution pour le vrai saut. Le 3e test, celui du saut à 2, pourra-t-il sauver ce mythe et l'empêcher de sombrer du côté obscur des mythes bidons? Pour le savoir, place à quelques mesures de sécurité. Pour cette 3e et dernière expérience, je vais me balancer du point là-bas jusqu'ici. Bien sûr, cette fois je porterai un harnais de sécurité qui, j'espère, ne me fera pas mal. Et on a installé des matelas de sécurité au cas où il y aurait un problème. On espère que non. Ça, c'est du harnais. La ceinture a démontré qu'elle pouvait à la rigueur servir. Mais elle a été délaissée en faveur d'un harnais qui permettra à Jamie, pas Jedi pour un sou, d'accomplir le dernier test sans souffrir. Bonjour. Tout ce qu'il manque maintenant à Adam et Jamie, c'est un sosie vivant de la princesse Leia. Cher Adam et Jamie, l'une des choses que j'aime le plus au monde est votre émission. Vous exauceriez un de mes rêves si je pouvais vous aider à vérifier un mythe Star Wars. Amitié, Sophia. C'était quoi, ça? Notre transition maladroite pour introduire notre actrice Sophia Bush.
Place à la star de la série Chicago PD sur NBC et accessoirement grande fan de Mythbusters, Sophia Bush. Bonjour messieurs. Jamie, est-ce que je peux être ta princesse Leia? Avec plaisir. Jamie, je tiens à souligner que Sophia est venue interpréter son rôle en tenue. Tu ne penses pas que tu devrais enfiler quelque chose d'un peu plus approprié? Bien. T'es splendide. Bien. On s'y met. Dans une forêt de séquoias pas si lointaine que ça, c'est au tour de Carrie, Grant et Tori de faire parler leur côté geek. Épisode spécial Star Wars, on est dans une forêt, donc devinez où on est. On est forcément sur Endor, donc ça doit concerner les Ewoks. Exactement. On s'intéresse à une scène tirée du Retour du Jedi, où les Ewoks écrabouillent un TRTT avec 2 troncs d'arbres. En gros, on va voir quels dégâts on peut infliger à un véhicule blindé juste en balançant de gros rondins dessus. C'est un mythe sur la physique des forces. Et la force alors. Non, Grant. Utilise la science. R2, Magnéto. C'est une scène de bataille fictive tirée d'un univers de fiction. Mais l'hypothèse vaut quand même. Une arme primitive avec des troncs d'arbres pourrait-elle vraiment dégommer un véhicule blindé? On ne devrait pas être en costume? Non. C'est beaucoup mieux. La Leia d'intérieur, ça n'allait pas du tout. On va avoir besoin de 2 choses. Un TRTT et une installation géante pour balancer les troncs. La partie construction va être démente. Les troncs qu'ils balancent ont l'air gigantesques. Bon, on ferait mieux de s'y mettre. De retour sur Terre, Là-bas, l'équipe se prépare à réaliser l'une des plus grosses constructions jamais tentées. R2, qui est ton Mythbuster favori? Flatteur, va. Carrie, Tori et Grant recréent l'immense forêt d'Endor Il est à moi. et l'immense piège ingénieux des Ewoks. Pourquoi a-t-on choisi ce terrain abandonné au lieu d'un endroit plus similaire à la lune forestière d'Endor, l'habitat naturel des Ewoks? On ne sait pas vraiment ce qui va se passer quand les troncs toucheront la cible. Il va alors nous falloir un périmètre de sécurité, beaucoup d'espace. Donc, c'était le lieu idéal. La question c'est, comment va-t-on suspendre ces troncs dans les airs pour pouvoir ensuite les éloigner l'un de l'autre et les faire s'écraser sur le bipode? Eh bien, on va planter des arbres, ou plutôt des poteaux téléphoniques dans le sol. Cela va nous faire gagner beaucoup de temps. Peu importe ton script, Leia n'était pas en tenue d'esclave ici. Non. À partir du film, l'équipe a déduit que le bipode mesurait 6 mètres de haut, que les troncs étaient balancés avec un angle de 45 degrés, et elle a aussi déterminé la taille des troncs. Avec une longueur de 3 mètres et une circonférence de 1,50 m, on peut dire qu'ils sont... C'est de la folie! Waouh! énormes. Dans le film, on a l'impression que les Ewoks se servent des séquoias. Mais comment ça se passe sur Terre? On n'en sait rien. R2, Maître Luke ne va pas être content. Donc, on a décidé de prendre le bois le plus dur qu'on pouvait trouver, c'est-à-dire l'eucalyptus. Étant donné que chaque morceau de bois pèse plus de 4 tonnes et demie, des entretoises et des câbles sont installés pour renforcer la structure chargée de les soutenir. Ouais, ça doit faire environ 45. Il est temps d'amener les troncs et que ça roule. Tori et moi, on amène les troncs sur place. Mais comment déplace-t-on un objet de 4 tonnes 5 quand votre chariot élévateur n'a qu'une capacité de levage de 4 tonnes? Hi-ha! Du rodéo! Avec prudence. Chaud devant! Ensuite vient la délicate mission qui consiste à hisser les troncs à leur place à l'aide d'une grue.
C'est très complexe, parce que comme vous pouvez le voir, la structure a beaucoup d'entretoises. Et cela va être difficile de faire passer les troncs dedans. C'est terrifiant. Ces trucs pèsent 4 tonnes et demie. La marge d'erreur est très petite. Ça tire beaucoup. Si le tronc percute la structure, tout pourrait s'effondrer. C'est accroché. Second round. C'est bien! Et deuxième tronc. Pourquoi ça tourne comme ça? Mince! Bon, Le second tronc continue. est mis en position. Et malgré les protestations de la structure, Vous entendez les craquements? une fois en l'air et soutenu, Ouais! tout semble tenir. Magnifique! C'est bon. Dans le genre journée de boulot stressante, celle-là est pas mal. Le soulagement s'accompagne d'excitation. Je commence à être impatiente! C'est trop cool! Cette installation va-t-elle réellement assurer? Pour le savoir, les Mythbusters débutent avec un test sur un véhicule. Là, c'est juste notre test de faisabilité. On est très loin du véhicule blindé léger que l'Empire enverrait dans la forêt des Ewoks. Attention à ma peinture. On veut juste vérifier que les troncs sont alignés, que notre installation fonctionne, et ce sera drôle de voir cette démolition. Concentre-toi, Luke. Utilise la force. Dans le film, les Ewoks font partir un tronc puis l'autre. Ici, dans le monde réel, nous allons libérer les deux troncs simultanément. De quelle quantité d'énergie parlons-nous? Eh bien, chaque tronc pèse 4 tonnes et demie. On va les élever à un angle de 45 degrés. Carrie, recule un peu. Tori, lève. D'après nos calculs, cela représente plus d'1 million de joules. La structure est en train de faire beaucoup de bruit. C'est de la folie! Ah oui, et c'est 1 million de joules pour chaque tronc. Donc le fourgon va être percuté avec une énergie de 2 millions de joules. « 45 degrés, ça me paraît tendu. Je pense pas que ça tiendra. Je suis d'accord, ça n'a pas l'air d'aller. Les deux troncs ne sont pas placés avec le bon angle, mais avec le risque d'effondrement de la structure, Ça commence à craquer. l'équipe décide de libérer les troncs maintenant. Arrêtons-nous là. D'accord, je me tire. Dans 3, 2, 1... Jamie a enfilé quelque chose d'un peu moins confortable T'es splendide. pour savoir si le saut façon Star Wars est possible. Maintenant que la ceinture de torture a été laissée sur le banc de touche, remplacée par un harnais de sécurité, Jamie pourra-t-il tenir Sophia tout en se balançant de l'autre côté? Il va faire un premier passage solo pour tester l'équipement. 3, 2, 1... Il se prépare ensuite pour le vrai saut, Joli, bravo. avec un mannequin. Sophia, ce sera à peu près comme ça quand tu seras là-haut avec moi. Alors, c'est parti. Oups, Ça va être comme ça? Non, n'aie pas peur. J'ai vraiment hâte. Ça ne se passera pas comme ça. Toi, tu pourras t'accrocher. D'accord. Par là-bas. Bien. Bravo, Jamie. J'ai confiance en Jamie. Je sais qu'il ne va pas me laisser tomber. Donc j'ai hâte de monter pour sauter. C'est le bon état d'esprit. Tu vas t'éclater. Oui, j'en suis sûre. Sinon, mes chignons me sauveront. tes deux bras autour de mon cou. Donc, pour récapituler, Comment tu vas tenir la corde? Avec cette main. les Mythbusters ont déjà démontré que les deux premiers éléments du mythe étaient plausibles. Descends-moi. J'arrive. Jamie est harnaché par des spécialistes pour le troisième et dernier test, le saut en duo.
Soldats, tenez-vous prêts. Luke et Leia, à vous de jouer. Rentrez dans la peau de vos personnages. Ils arrivent. On se tire d'ici. Vous avez réussi! Bien joué! Dans ta face, l'Empire! Après toutes nos analyses, nos préparatifs, on n'aurait pas pu espérer mieux. C'est très réjouissant, aussi amusant que vous l'imaginez. Vous avez réussi! Bien joué! C'était génial! Bravo. C'était trop marrant. On le refait? Dans ta face, l'Empire! On a peu de temps car les troupes de l'Empire arrivent. Quelle est votre conclusion, Sophia? On a réussi à traverser, donc je dirais plausible. Jamie? Eh bien, c'est clairement possible, mais je me demande si je n'ai pas envie de dire confirmé. D'accord. Plausible. Rattrapez ces rebelles! T'es prêt pour la suite? J'imagine. Ce mythe nous vient du film L'Empire contre-attaque. La nuit tombe sur la planète glaciaire de Hoth. Et Han Solo est parti à la recherche de Luke sur une bête appelée un Tauntaun. Il lui ouvre le ventre au sabre laser, met Luke dedans et dit This may smell bad, kid. But it'll keep you warm till I get the shelter up. La question à laquelle on va répondre, c'est Han Solo a-t-il pris la bonne décision pour sauver Luke du froid? Bien. Allons sur Hoth. Cool. I thought they smelled bad on the outside. Jamie n'a pas tort. Pour pouvoir vérifier ce mythe sur Terre, ils vont devoir reproduire l'environnement hostile de la planète Hoth et trouver un moyen de tester en toute sécurité comment un homme survivrait à une situation d'hypothermie enfoui au milieu des entrailles d'un animal. Voici la rate. Mais la première tâche à remplir est la fabrication d'un Tauntaun pour abriter les organes. S'embarquer dans la construction d'un Tauntaun de 2,50 m en 2 jours avec une seule main fonctionnelle, c'est un peu comme être un artiste de cirque qui met sa tête dans la gueule d'un lion. Il est quasiment sûr qu'il ne va rien lui arriver. J'ai utilisé un système de grille pour transférer l'image de cette créature sur ce bloc de mousse que je pouvais à peine soulever. La première coupe, en réalité, n'est pas la plus profonde. Et j'ai ensuite découpé la forme grossière du Tauntaun dedans. Tout ce travail m'a pris 2 heures. À la fin, j'étais complètement sur les rotules et en sueur. Voilà. Une fois que j'ai sorti mon outil de découpe et que j'ai commencé à faire les contours du Tauntaun, il a pris forme beaucoup plus rapidement que prévu. Bien. J'ai fini de sculpter mon Tauntaun. Mais il faut le recouvrir d'une couche extérieure de peau et de fourrure. D'où ce machin. On va te mettre ta fourrure. Pendant ce temps, Jamie s'assure que l'animal en aura dans le ventre. Les Tauntauns sont constitués de toutes sortes d'organes. Mais ce qui nous intéresse, c'est la cavité abdominale, où Luke va passer la nuit. Je dois donc fabriquer tout un paquet d'organes dégueulasses et de viscères. Miam! Qui conduiront la chaleur de la même façon que s'ils étaient sur la planète Hoth. Place à notre savant fou en résidence, qui, à l'aide d'un thermoplastique, cherche à trouver la consistance imitant celle de la paroi des organes à la perfection. Mais il faudra plusieurs heures de tâtonnement Ça fuit. avant que le docteur Frankenheinemann
On s'éclate. ne parviennent à mettre au point la bonne recette et la bonne technique de fabrication. Ça, c'est de la tripe. On est obligé de passer par ce genre d'expérimentation pour arriver à ce résultat. Des boyaux de tonnes. Une fois remplis avec une substance visqueuse, ils ressembleront à de vrais organes. Ils ne ressembleront pas juste visuellement. Mais une fois qu'ils seront remplis, réchauffés et placés dans la cavité abdominale, les intestins fabriqués par Jamie posséderont les mêmes propriétés de thermoconductivité que des organes internes. La cavité forme une jolie petite enveloppe. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est une doublure de Luke Skywalker, de préférence capable de mourir de froid. J'ai trouvé! Vous vous souvenez de notre mannequin du mythe Survivre au Titanic? T'es beau comme un cœur. Il possède plus de 400 mètres de veine en tube de cuivre, en plus d'un chauffage de 300 watts qui maintient sa température corporelle à exactement 37 degrés. On n'a plus qu'à le déguiser en Luke, à le fourrer dans notre Tauntaun et à le placer dans une sorte de congélateur qu'on ne sait pas encore comment on va bâtir. Et on pourra mettre ce mythe à l'épreuve. Allez, fonce! Fonce! Pendant ce temps, sur Endor, On arrête là. D'accord, je me tire. le broyeur de bipodes est en train de plier sous le poids des troncs. Bien qu'il ne soit pas encore à 45 degrés. Il faut les relâcher maintenant ou c'est l'effondrement assuré. Bien, test de faisabilité du piège des Ewoks. Vas-y, Grant. Dans 3, 2, 1... Les troncs n'ont peut-être pas atteint leur hauteur idéale, mais le degré de destruction est encourageant. C'était extra. On a réussi. L'arme des Ewoks semble fonctionner. Mais à mon avis, si on remplace le fourgon par un véhicule blindé, Les Ewoks sont spongieux quand on leur roule dessus. les dégâts seront pas les mêmes. Ce truc a l'air indestructible. Ce gros camion est notre réponse Mythbuster aux véhicules blindés légers utilisés pour patrouiller dans la forêt des Ewoks. Voilà qui est mieux. Je suis curieuse de voir si les Ewoks peuvent le démolir. Pour le découvrir, ils doivent sérieusement repenser à la configuration de l'installation. Ils la renforcent avec de l'acier. On passe au véhicule blindé. On va le laisser au sol et descendre les troncs à son niveau. On disposera ainsi d'une longueur de câble plus importante, ce qui nous permettra de soulever plus haut les troncs. Et on aura bien sûr plus d'énergie quand on les lâchera. Dites adieu au camion blindé. Avec une longueur de câble plus grande, l'angle nécessaire de 45 degrés sera obtenu. Mais la stabilité de la structure étant loin d'être certaine, le trio part s'abriter. Vous pouvez soulever les troncs. Pendant que les grues hissent les troncs en place, Grant va répondre à la question qui vous brûle les lèvres. Vous êtes en train de vous dire... Non mais attendez, votre véhicule n'a pas du tout la même hauteur que le TRTT. Mais rappelez-vous de quoi il est question dans le mythe. De deux rondins géants qui s'écrasent sur un véhicule blindé. Peu importe que ce soit en l'air ou au sol. Malgré les incroyables forces déployées, la structure tient bon. Les troncs sont en position de départ. Bousille-le. L'heure est venue de découvrir si avec des cordes et du bois, les Ewoks auraient réellement pu vaincre la puissance d'acier des machines de l'Empire galactique. Piège des Ewoks contre bipode impérial, enfin, fourgon blindé, dans 3, 2, 1... C'était trop cool! C'était magnifique. Voilà notre réponse. On a la réponse Star Wars. à notre question. Les Ewoks doivent être fiers de nous.
On ne cherche pas à vérifier si les Ewoks pouvaient ou non construire cette arme. On part du principe qu'ils en sont capables. On teste si cette arme est efficace ou non, et elle l'est. Cependant, il fallait être un petit Ewok sacrément chanceux pour que le bipode soit pile à la bonne hauteur et au bon endroit au moment où les deux troncs s'entrechoquent. Pour moi, il y a une chance sur 1 million. Improbable, mais possible. C'est plausible. Mais ce n'est pas fini. Là, on veut juste détruire et démolir pour le plaisir. On va rajouter un soldat de l'Empire dans la cabine. Te fais pas de bile au sujet de ces Ewoks. T'es dans un véhicule blindé, t'as rien à craindre. On va reculer le fourgon et l'écrabouiller. Pourquoi? Juste comme ça. Feu! Il risque d'avoir mal au crâne. La journée a été bonne pour les rebelles sur Endor. On rentre. Adam et Jamie testent le sac de couchage en Tauntaun. Ils ont un Tauntaun, des intestins, et ils ont ressuscité le testeur d'hypothermie. T'es beau comme un cœur. Maintenant, ils se dirigent vers la planète Hoth. Bienvenue sur la planète glaciaire de Hoth. Bon, d'accord, ce n'est pas Hoth. C'est un lieu de stockage alimentaire réfrigéré. Mais il est parfait pour recréer les conditions sur Hoth. On a un petit budget. Il faut juste un décor. Et des températures très inférieures à 0. Pour les obtenir, ils construisent une boîte froide à l'intérieur de la chambre froide. C'est une grosse bête. Je me tiens sur une couche de mousse isolante de 10 cm d'épaisseur. Par-dessus, on va placer des pains de glace carboniques. Et on couchera notre Tauntaun dessus. Pour retenir le froid à l'intérieur, il sera enfermé dans cette boîte pour toute la durée de l'expérience. Le résultat n'est pas mal du tout. La boîte et le sol en mousse empêcheront le froid de s'échapper. On se donne beaucoup de mal pour qu'il fasse très froid dans notre congélateur. Mais quel est notre but? Quelle température fait-il sur Hoth? Elle n'est pas mentionnée dans le film. Alors on a regardé sur Wikipédia, qui nous dit que la température sur Hoth est comprise entre moins 30 et moins 60 degrés. Ces données viennent d'un jeu de rôle sorti 10 ans après les films. Cela semble un peu arbitraire, mais pour notre objectif qui est de rester cohérent avec l'univers Star Wars, tant qu'il fera entre moins 30 et moins 60 dans notre chambre froide, on sera content et gelé. Ça, c'est pour l'environnement extérieur. Maintenant, pour l'intérieur des entrailles, C'est plutôt ressemblant, je trouve. teinté en bleu, le polyacrylate de sodium imite convenablement le contenu répugnant J'ai connu des matins comme ça. des intestins d'un Tauntaun. Cette pompe fonctionne à merveille. On a trouvé la méthode pour remplir nos intestins. Fantastique. Et dégueu. T'en as plein sur les pieds. Une fois les intestins remplis, Il devrait manger un peu plus de fibres. ils seront chauffés dans un bain à 37 degrés 2, soit la température corporelle d'un animal arctique qui vient de mourir. Je vais mettre une attache, et puis on va verser notre liquide dans les boyaux. Ouais. Ouais. Oups. Fantastique. C'est qui le pro des boyaux? Ce truc me pète dessus. Des polypes. La préparation des tripes se fait dans la joie. Parfait. Mais ça se finit en eau de boudin. On avait merveilleusement préparé nos intestins hier. On arrive ce matin et là, problème. Les attaches autobloquantes qu'on a utilisées pour fermer les extrémités de tous nos boyaux ont perforé le vinyle. Tout le contenu de nos intestins est en train de s'échapper. C'est la cata.
J'essaye de tous les vider. Je dois remélanger de la préparation pour remplir à nouveau des intestins, et tout ça en un temps record. C'est vital. Sur ce malheureux contretemps débute la course aux préparatifs. Le mannequin passe au bain parce qu'il doit atteindre la température corporelle humaine avant le début de l'expérience. Parfait. C'est un bon bain bien chaud. Mais les intestins n'ont pas fini de faire des misères. Ils se sont encore ouverts. Les boyaux refermés se sont à nouveau ouverts. La chaleur modifie les choses. C'est bizarre. Ça a l'air tellement résistant. Et tu les plonges dans l'eau, et ça part en morceaux. La matinée a été très pénible. Ce n'est pas aussi pénible que d'être sur Hot, mais quand même. Jamie ne se laisse pas abattre et rattache laborieusement les organes pendant que Adam branche la pompe cardiaque et le chauffage du mannequin. Quand la température atteindra 37,2, on pourra commencer. La situation semble s'éclaircir. J'adore ce cœur. On a déjà des capteurs thermiques dans le corps du mannequin, dans le Tauntaun et dans la chambre froide. Mais ce cœur va pomper le sang et le faire circuler dans le mannequin. Cela reproduit le métabolisme du corps humain. Si notre Luke ne peut plus lutter contre le froid et que ça commence à sentir le roussi pour lui, on le verra sur ce thermomètre. Mais alors qu'on habille le mannequin, cette expérience maudite réserve une autre déconvenue au Mythbusters. Éteins la pompe. Une des artères en tube de cuivre a explosé. Il saigne. S'il meurt d'une hémorragie avant de mourir d'hypothermie, l'expérience ne sera pas valide. Tu veux un chalumeau? On le roule. Le docteur Heinemann se met au travail. On lui donne un truc à mordre contre la douleur. Allez, aide-moi. Sans assurance à proprement parler, Pince. Luke bénéficie de soins très rudimentaires. Quelqu'un a un couteau? Ce mannequin a bien géré dans notre épisode Survivre au Titanic. Mais sa fabrication était un peu improvisée. Il est très complexe. Mais on a provoqué une fuite dans son système circulatoire, donc voilà. Ne t'inquiète pas, mon vieux. Tu seras bientôt comme neuf. Parce que si son métabolisme ne fonctionne pas, on ne peut pas surveiller sa température. Notre test ne sera pas valide si son système circulatoire ne marche pas. On a du sang, et ça ne fuit pas. C'était le pompon de cette journée. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On a vraiment perdu une journée entière. C'est marrant, partout où je passe, les choses s'enflamment. J'espère qu'on a appris de nos erreurs et que demain, tout se passera beaucoup mieux. L'espoir fait vivre. Le mannequin maintenant rafistolé Deuxième pantalon. et habillé, les problèmes de la veille Livraison de Tauntaun. C'est pour qui? semblent lointains. La prochaine étape est de mettre Luke dans le Tauntaun. Le son est génial. Et dans les mêmes conditions climatiques que sur Hot pour voir si Yann Solo a bien fait. Une fois Luke en place, ils rajouteront les organes qu'ils ont réussi à sauver. Pour le moment, ils versent les fluides corporels réchauffés, Des seaux d'entrailles bien visqueuses et dégueulasses. ce qui soulève une question. Mais qu'est-ce qu'un Tauntaun? On soulève. On a cette créature fictive appelée un Tauntaun, originaire de la planète fictive de Hot, qui, à notre connaissance, est très froide. On met Luke dans le Tauntaun. Il rentre. On a décidé de fabriquer le Tauntaun comme si c'était un ours polaire. Il puait déjà de l'extérieur. L'ours polaire a une épaisse couche de fourrure et une épaisse couche de graisse. Voici le foie, et maintenant la rate. Notre Tauntaun a une couche de fourrure, mais on a remplacé la graisse par du caoutchouc mousse. Ça, je sais ce que c'est. Pour respecter ce modèle, il faudra que la température interne du Tauntaun soit la même que celle d'un ours polaire, soit 37,2. Tauntaun Express. C'est bon sur ta gauche? Tu peux le descendre. Mais ce n'est pas si facile. Il faut absolument que la température interne du Tauntaun et celle de Luke soient exactes. Je démarre le cœur de Luke.
et que la surface de la planète Hoth soit à la bonne température. On a construit un abri autour du Tauntaun. On a des capteurs à l'intérieur, des caméras, une pompe cardiaque à l'extérieur. C'est sans aucun doute l'installation la plus complexe et délicate jamais tentée dans cette émission. Le Tauntaun est allongé sur son lit de glace carbonique. Voilà. On referme la boîte. Mesdames et messieurs, la nuit est tombée sur Hoth. La température dégringole et tout est finalement prêt. On a atteint notre température minimale. Grâce aux centaines de kilos de glace carbonique et à la température ambiante glaciale de la chambre froide, la température se maintient à moins 40 degrés. Il est vrai que ce n'est pas la température minimale possible sur Hoth, mais ce n'est ni trop ni pas assez. Donc ça nous convient. Il est l'heure, monsieur. C'est parti. Mais de combien de temps Luke dispose-t-il? Yann Solo dit... Ça te tiendra au chaud jusqu'à ce que je monte l'abri. D'accord. À 0 minute, la température de Luke est de 35 degrés. Un alpiniste mettrait en moyenne entre 2 et 3 heures pour fabriquer un igloo dans de rudes conditions. Tu sais, j'ai déjà construit un igloo. Ah oui? J'y ai passé une nuit sur un sommet. Comme Yann Solo est un mec compétent et qu'il a un sabre laser, on va laisser à Luke 2h30 pour survivre, le temps que l'abri soit monté. Le compte à rebours est lancé. On n'a plus qu'à attendre. Tous les yeux sont rivés sur les indicateurs, dont un en particulier. Je vous entends déjà vous exclamer « Mais la température corporelle d'un être humain est de 37 degrés !» Alors pourquoi débute-t-on le test avec une température de 35 degrés? Car on suppose que Luke a déjà perdu de la chaleur. Blessé et laissé pour mort, Luke souffre déjà légèrement d'hypothermie. Ça fait 10 minutes. Alors 34 degrés 5. Il a perdu 0,6 degrés. Mais la mort survient lorsque la température descend à 27 degrés. Le point critique de non-retour. Luke survivra-t-il? 1 heure. Il est encore à 34 degrés. Son cœur pompe toujours du sang pour essayer de réchauffer les extrémités de son corps engourdies par le froid. Il s'affaiblit lentement. Au début, j'étais persuadé que c'était des bêtises, que c'était impossible. Et Yann Solo réussira-t-il à construire l'igloo à temps avant que le corps de Luke ne lâche? Le temps défile et le Tauntaun récemment décédé, encore chaud et humide, semble exactement remplir la fonction voulue par Yann Solo. Et 2h30 plus tard... Ça fait 2h30. Allons voir notre gars. Et contre toute attente, le métabolisme du mannequin vient seulement de commencer à se refroidir. Que disent les données? Quand on a mis Luke dans le Tauntaun, il souffrait d'une légère hypothermie. En 2h30, sa température est passée de 35 à 33,3. À première vue, se faufiler dans la carcasse d'un animal mort ne semble pas être le meilleur moyen de rester au chaud. Mais la plupart des mammifères sont constitués à 75% d'eau. Et l'eau possède une capacité exceptionnelle à absorber et retenir la chaleur. Donc, grâce au principe d'inertie thermique, rentrer dans un gros animal mort pourrait vous sauver la vie. Ce mythe est plausible. Bien que fictif, il est plausible. C'est super cool.